Si, il y a Ah, si. ça, mais il y a aussi l'autocensure des chanteurs eux-mêmes, hein, quelquefois. Hein, Les chansons de cul. moi, à un moment, je m'intéressais à Madame Lafrontière, là. Puis le père de René Sergent, là, Emmanuel, je lui ai demandé, et il me dit, oui, oui, je la connais. Ben, vous voulez bien me la chanter? Non. Pourquoi? Ben non, parce que je ne suis pas d'accord avec une mère, et c'est pas bien qu'une mère tue son enfant, moi je ne chanterai pas ça. Moi, j'ai l'anecdote avec cette chanson-là, Beau. Je ne l'avais jamais entendue, je l'ai entendue à Languidic seulement. Puis pour épater la galerie, je la chante à Beau, dans un café de campagne. Puis tout le monde répétait, sagement. Puis à la fin, il y a un gars qui dit, je lui dis à un gars, au voisin, je lui dis, mais vous connaissiez cette chanson-là? Oh ouais, on la connaît, bon, c'est pas un endroit pour chanter quand même une chanson comme ça. Voilà. Oh, bah, j'avais compris. C'était une claque en fait. Parce que en fait, les chansons, les répertoires ont disparu parce qu'il n'y avait plus d'occasion pour les chanter. Non, On ne chantait plus aux veillées, les gens ne chantaient plus tout seuls parce que c'était pas très bien vu de chanter en travaillant, on en parlait à table ce midi là. Et justement, il n'y a plus les guerres, c'est comme ça qu'ils ont disparu en fait. Parce qu'il y avait d'autres occasions d'apprendre des nouvelles par les journaux, etc. Et il y a eu des chansons qui étaient avec durée éphémère. Les chansons électorales, il y en a eu partout. Il y a toutes les époques avant la guerre. Mais ça durait 3 semaines et puis après terminé. On a juste sauvé celles qui ont été écrites. Et tu ne pouvais pas la choisir trop souvent non plus. Ça dépend de... Tu pouvais pas te chanter n'importe où. Voilà, comme disait un gars à Bourg, on allait dans le café de ceux d'en face, mais on rentrait par la porte, mais on sortait par la fenêtre, bien souvent. Puis il y a les chansons de cul. Quand c'était des gars, des curés qui collectaient, ils n'allaient pas chanter des chansons paillardes. Et pourtant, ça existait. Et même moi, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui connaissent, mais vaguement seulement, ils ne vont pas lui chanter une chanson paillarde. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est l'intérêt des collectes sur la longue durée, parce qu'on ne chante pas la même chose à 3h de l'après-midi qu'à 4h du matin. Ça, c'est clair. Et quand tu emmènes les messieurs ou les dames chanter quelque part, c'est pas la même chanson à l'aller qu'au retour. Hein. Ça, on est d'accord. Donc, ce que je voulais dire sur cette idée de mode, finalement, par génération, je pense effectivement, enfin, le seul exemple, je crois, que j'ai vraiment, c'est sur Saint-Just, Piperia, tout ça, là, la petite région-là, où Albert a collecté 20 ans avant moi, peut-être. Donc moi, j'ai collecté les enfants des personnes qu'il a collectées, et plusieurs. Et en fait, la première chose, ce serait plutôt de noter un appauvrissement du répertoire, avec la même connaissance de fond. C'est-à-dire que, ah oui, mais ça, c'est une chanson de moment, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais apprise. Je n'ai pas noté un apport nouveau, en fait. Mais on ne peut sûrement pas généraliser à partir de ça. Hein, et puis, en fait, évidemment, je me servais de la collecte d'Albert pour interroger. Il y a des choses qui sont sorties dans la mienne de collecte qu'Albert n'avait pas eu, par exemple. Je pense que c'est simplement du hasard et pas forcément... Enfin, j'en sais rien. Après, c'est difficile, mais l'histoire de la canne, par exemple, Albert l'avait pas récupérée sur Saint-Just, alors qu'elle y était. Enfin, je sais rien. Mais en tout cas, c'était chanté par la mère de l'un tel qu'il avait rencontré. Ça, tu disais, c'était pas toujours bon d'aller voir les vieux. Ouais, c'était le contraire. Je trouve que plus t'étais vieux, plus t'avais la chance. Solgusa, Solguela. Et il n'était pas pollué par les autres choses. Et ils avaient un répertoire plus riche. Et quand tu as fait chanter en français, moi je sais que j'ai loupé des trucs, très certainement, puisque quand on commençait en zone galec, par politesse, tu disais oui, mais on tombait vite après dans les roses de Corfou, et puis tu pouvais plus revenir à Métique. On a vu quand même quelques bonnes chansons en français. Le Déserteur, La fille de 20 ans, Guerre de Crimée, Nous ont quittés. Il y a eu quelques-unes, mais je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup. Est-ce que vous avez quelquefois posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un bon chanteur? C'est un peu comme le bon chasseur. Ils ont vachement de mal à répondre à ça. Ils ne savaient pas quoi répondre quand on leur demandait que c'est quoi un bon chanteur. Pour parler des générations, je reprends ce que tu disais. En Bretagne sûrement, en Normandie, je sais
c'est plus facile parce qu'il y a moins de monde, moins d'enquêtes et moins de publications, donc on cerne plus facilement. Mais pour rester dans la transmission, mais dans les familles, moi, le premier disque de collectage que j'ai publié avec des gens, c'était en 78. Je revois une partie de ces familles-là aujourd'hui. Et je m'aperçois, quand je vais les voir, qu'ils connaissent les chansons que j'ai publiées à l'époque, en partie par les parents, les grands-parents, mais probablement ils les sauraient plus en entier, en partie par le disque, en partie parce que le disque de collectage a donné une fierté familiale qui leur a permis d'eux, qui fait qu'ils en ont parlé aux cousins, aux voisins, aux neveux et tout. Et en fait, il y a une sorte de petite bulle autour de la publication qui fait que dans la famille, c'est devenu un répertoire reconnu familial. Même si on n'en a publié qu'une dans un disque, ça relance. Et aujourd'hui, on va voir les gens en disant ils ont une super tradition. On y est indirectement pour quelque chose parce qu'on n'a jamais appris. On n'a pas été dans la famille pour apprendre les chansons de la famille. C'est eux-mêmes entre eux qui ont recultivé la plante qui était en train de dépérir. Et du coup, ça relance... Et là, je parle indépendamment de tout ce qui est mouvement folk autre. C'est bien à l'intérieur des familles, des choses. Et je suis persuadé que si on retournait systématiquement voir toute une série de gens qu'on a mis en valeur, on redécouvrirait une tradition soit directement familiale, soit entre deux, mais en tout cas enracinée dans ce qui nous plaît bien. Moi, je crois que c'est assez vrai, c'est-à-dire que c'est un truc qui m'a surpris, c'est de voir que bien souvent, il y a des gens qui ont des répertoires qui se distinguent de façon assez sensible de ce qu'on entend par ailleurs. Le vieux Jean-François Kemener de Querper, par exemple, il avait des choses qu'on n'avait jamais entendues ailleurs. Et ça, je ne sais pas comment l'expliquer, hein, mais c'est une constatation. C'était quand même aussi... tu avais quand même des familles de chanteurs. Ah, oui. Tu avais des familles de chanteurs, et ça, les transmissions, c'est vrai. Ben, moi aussi, tu avais des gens, tu récupérais une guerse ou deux, ici ou là, et puis d'autres, tu en avais 20 ou 30. Quoi. Ouais. C'est vrai. Mais ils l'expliquaient par transmission familiale, ceux-là. Ouais. Je crois aussi, quand même, tu as raison, Michel, de souligner ce phénomène-là, des journaux comme Croise-Arvreton-Net, par exemple, qui ont publié alors beaucoup de chansons, dont des chansons de tradition orale, qui, à mon avis, ont été réinjectées dans la population, qui a rechanté ces mêmes chansons. Et on ne peut pas dire que celle-là, c'est une chaîne ininterrompue de bouche à oreille, quoi. Le phénomène du UNAM a été très clair. Ouais. On l'apprenait à l'école. Ouais. Il y avait des concours de chant pour les écoles. Donc on apprenait une récitation, 2 chansons. Quand j'avais 7 ans. Mmh. Oui, il y a un autre petit détail, enfin, c'est lié à ça et pas en même temps. Donc moi j'ai fait des enquêtes beaucoup sur la chanson et sur les traditions, les croyances populaires. Et quand j'avais affaire à un nouvel informateur, je trouvais il fallait passer beaucoup de temps à leur expliquer exactement ce que l'on cherchait. Parce que pour eux, toutes ces croyances populaires-là, ils les avaient entendues, ils appliquaient des gestes sans les comprendre, ils ne balayaient pas le soir après le coucher du soleil, etc. Ils faisaient ça machinalement, mais pour eux, ça faisait partie de leur quotidien. Donc ça n'avait rien d'exceptionnel et à la limite rien d'intéressant, c'était quelque chose simplement qui leur avait été transmis par leur famille, si bien qu'on en arrivait au bout d'une demi-heure où on avait quand même réussi à cerner un petit peu le domaine ou le fil, prendre le fil de ce qui allait nous amener à notre question. Et ils disaient « Ah, c'est ça que vous cherchez ? Ah, c'est ça que vous cherchez ?» Un peu surpris, quoi. Parce qu'effectivement, pour eux, ça faisait partie de leur quotidien. Ils avaient vécu ça, et ça n'avait rien d'exceptionnel. Et c'est à peine s'ils comprenaient pourquoi on s'y intéressait en même temps. Ah oui, parce que tu as les informateurs qui te disent mais pourquoi. Après, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, qui va faire les sous avec. Qui va gagner les sous avec ça, j'ai entendu ça. Oui, qu'est-ce que vous allez faire ? Je peux en raconter une pour rire un peu.
nous en remplit pas mal déjà. Un matin, je suis allé avec M. Lebrise voir Mathurin, le coq à la Ferrière. Il y en a qui connaissent près de la Chaise, là, qui m'avait été indiqué comme étant un bon chanteur. Nous arrivons à 10h moins le quart, nous prenons un rouge limonade et tenez un bistrot encore. Mais il avait fait toute sa carrière à Paris. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça déjà. Toute sa carrière professionnelle à Paris. Alors je lui demande, est-ce que vous connaissez des vieilles chansons? Oui, oui, oui. Je peux vous enregistrer? Oh, oui. Je mets le magnétophone en route. Pendant 1 heure, il m'a chanté les chansons de la guerre de 14. J'ai laissé le magnétophone tourner. Mais vous ne connaissez pas des chansons à la ronde? Si, si. Eh bien, jusqu'à midi après, il m'a chanté des chansons du coin. Ghost. Voilà. 1 heure de perdu. Pas forcément perdu. On ne voit pas tout de suite ce qu'on chante. Il y a un point dont on a un petit peu parlé ce matin et j'aimerais peut-être qu'on revienne là-dessus. C'est la question des réseaux et de comment, voilà, à quel point c'était une entreprise solitaire, fédérée. Alors il y a eu des associations qui ont joué un rôle plus en Bretagne peut-être que dans d'autres régions. Hier, on a vu beaucoup de gens en Normandie qui faisaient ça de façon assez isolée peut-être. Voilà, comment est-ce que finalement votre pratique a été mise en relation avec d'autres personnes qui pouvaient faire les mêmes choses ou des structures qui ont pu les soutenir ou les pousser, quoi. Alors, on a parlé un petit peu des cercles, on a parlé d'Astum. Je ne sais pas s'il y a... Indépendamment de ça... Bah, je connais mieux la Bogue, mais la Bogue et le Canard Bob ont été des moteurs extraordinaires de revalorisation populaire. Et puis, du coup, même ici, j'entends parler d'éliminateurs de Canard Bob avec 100, 150 personnes, sans aller à la finale, quoi. Je veux dire, ça a été ouais, très, très, très important, ça. Bon, après, je disais ce matin, pour mon petit cas, la rencontre, si je n'avais pas rencontré Robert, et puis le petit groupe que j'ai nommé, Patrick, Pierre, etc., Roland après, et puis bon, il n'y aurait pas eu la même chose non plus, ça c'est certain. Mais est-ce que le Canard Bob a été, pas pour recueillir, pour mettre en valeur ce qui avait été déjà recueilli, peut-être par les jeunes générations, mais on n'enregistrait pas au Canard Bob, d'ailleurs, il n'y a pas d'enregistrement des premiers... Si, le premier Canard Bob, quand Duplessis venait avec son... Ah, je sais pas, mais à partir de 82, j'ai enregistré... À partir de 82, j'ai enregistré les finales. Ah oui, mais non, ici, ça... C'est 72 au début. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui. Et en fait, on enregistrait très peu. Ça n'a pas été un endroit où on a divulgué la chanson bretonne pour être recueilli par les autres. On écoutait religieusement, parce que c'était beau, effectivement. Et par contre, après, il y a eu la jeune génération qui a enregistré, effectivement, après, à partir des années 82-85. Oui, ça a motivé aussi des jeunes chanteurs à aller enregistrer. Exactement. Pour revenir avec de la performance et apprendre. Il y a même enregistré des personnes pour les entre guillemets, les présenter à la Bogue pour nous. Oui. Voilà, pour amener des gens aussi, pour alimenter le concours. Ça a été un moteur de pérennisation de la chanson. C'est ce qui a manqué si on va dans la Sarthe, dans la Mayenne, dans toute la Normandie, un outil comme ça, purée, moi j'en aurais rêvé à l'époque, mais il n'y avait pas. Et maintenant il y a un peu, c'est pas comparable, mais il y a quand même Une fois j'étais à Bubry, il y avait un gars au Canard Bob à Bubry, puis j'étais au jury, puis j'écoutais aussi très bien, puis il y a un vieux, on disait un vieux, hein, il était souvent plus jeune que moi, mais, enfin bref, et puis je trouvais que dans sa chanson, qui était relativement longue, c'était une forme de guerre, il y avait des couplets qui ne collaient pas, quoi. Alors je suis allé lui dire après, puis je lui dis, il y avait 2 couplets, là, ça ne collait pas tellement. Oh, mais ça n'a aucune importance, de toute façon, personne ne comprend. Alors, ça, c'est les années 90. Eric souhaitait intervenir et Bernard après aussi. J'avais juste aussi tu parlais de groupes de gens, mais c'est vrai qu'il y avait des rassemblements de gens qui avaient les mêmes intérêts. Donc toi, tu parlais moi, je vais parler de Christian d'Hôtel et Gilbert Bourdin en Pays Gallo, des gens de Kermorvan à Poulaouen, qui étaient un peu des locomotives de dynamisation des choses, et puis qui aussi avaient une présence à la fac. Certains étaient étudiants à la fac à Rennes, d'autres... étaient dans des mondes un peu différents. Il y avait une manière je parle toujours des années 70, là, début des années 80, qui ont amené à dynamiser, qui ont dynamisé quand même les choses. Il y avait
voilà, il fallait se rassembler à quelques-uns. Mais c'est vrai que tout ça était, je ne vais pas dire chapeauté, mais tout ça était la courroie de transmission principale, et ce qui nous aidait, c'était quand même Dastum, et c'est là qu'on arrivait à se retrouver et à discuter le plus aisément. Enfin, c'est un peu comme Al-Qaïda, c'est une mouvance, il n'y avait pas vraiment de chef, mais il y avait plein de cellules dormantes ou actives partout qui étaient là. Non, mais je plaisante pas, hein, il n'y avait pas une maison mère, et les gens, il y avait une idée générale, et on savait qu'il y avait un endroit dans lequel on pouvait se retrouver. Voilà, c'était un mouvement, en fait. C'était un mouvement dans la jeunesse, ceux qui s'intéressaient à la langue bretonne, c'était un mouvement. On faisait même des fêtes avec un franc pour Diwan, un franc pour Dastum. Non, pour Diwan. Pour Diwan aussi, mais on a fait aussi pour Dastum. Hein. Et les sonneurs venaient gratuitement. J'ai connu ça dans les années 80. C'était une... Donc je suis membre du conseil d'administration à Al-Qaïda, pour lequel je n'ai absolument aucune... Non, mais c'était un mouvement. Mais en fait. il y avait tout à la fois, c'est vrai, il y avait des démarches personnelles, et en même temps, il y avait une espèce de conscience collective de l'intérêt patrimonial, de l'intérêt de transmission, de l'intérêt de... Je crois que ça n'a pas fait l'objet de débat, ça a été bien accepté. Oui, absolument. Et je crois qu'il faut vraiment souligner que tu ne fais pas suffisamment le rôle moteur qu'a joué dans les années 70, en tout cas, Dastum, et la constitution des antennes locales. Oui. Moi, quand j'étais à Paris, j'avais à peine entendu parler, j'avais juste lu la brochure et puis le disque qui était sorti en 77 sur l'UDEAC, c'est ça 77, je sais plus. Exactement. Le premier, c'est en 73. Oui, enfin, moi, je ne connaissais pas à l'époque. Hein. Le premier que j'ai eu, c'était l'UDEAC. C'est la première fois que j'entendais parler de Dastum. Et je sais que tu as envoyé une lettre à Joël Choupeau, je crois, à Paris. J'étais à Paris encore à l'époque. Et pour éventuellement contribuer à la constitution d'un Dastum Paris. Dastum Paris, c'était vraiment étonnant, mais ça a marché. La première fois qu'on s'est rencontrés, on était 30, c'est-à-dire plus nombreux qu'on autour de la table, là, pour parler de collectage en Bretagne, à Paris. C'est vraiment inimaginable. Bon, après, il y a eu d'autres antennes qui s'est créée presque immédiatement après, en 79, avec Ifik Troidec dans le Trégor. Et je pense que toutes ces bonnes volontés là, qui se sont mis à travailler ensemble, ça a été essentiel pour ce mouvement de collecte dans les années 70. Essentiel. Alors, Hervé souhaitait intervenir aussi. Au niveau très local, et je pense que ailleurs en Bretagne, ça a dû se passer, enfin chez moi, à l'Ange Bernard, il y a eu création d'associations culturelles dans les années 70, au début des années 70, avec une revue d'histoire locale. Et je pense que ça a servi de support aussi à mes enquêtes, mes premières enquêtes. Je pense que ça a dû arriver bien ailleurs aussi. Et au milieu des années 80, la constitution d'un écomusée. Et ça aussi, ça a été le moteur d'enquête sur des sujets très particuliers. Je pense que ça a dû avoir lieu ailleurs aussi, quoi. Par contre, quand moi je suis arrivé en Bretagne en 81, j'ai été extrêmement surpris. D'une part, les gens nous disaient « vous n'avez pas vécu les années les plus importantes ». Nous, on venait d'ailleurs, il y avait à peu près rien et il se passait tout. Donc déjà, il y avait un décalage. Ensuite, il y avait des collecteurs, des associations partout qui connaissaient extrêmement bien le sujet, sauf ce qui se passait dans le reste de la France. Alors là, c'était zéro pointé, cornemuse, cabrette, machin, rien, ils connaissaient, mais rien du tout. Et les chansons francophones s'arrêtaient à la Haute-Bretagne. Ça a changé assez vite en 4-5 ans. En 85-86, c'était déjà digéré. Mais c'était très très surprenant de voir autant de gens qui connaissaient hyper bien plein de choses, sauf ce que moi j'avais connu de l'autre côté. C'est-à-dire, on ne connaissait pas les mêmes gens, on ne connaissait pas les mêmes trucs. Il y avait vraiment deux mouvements parallèles. Et entre autres, et Basse-Bretagne, ça a mis un petit peu de temps aussi. Pourquoi les auraient-ils connus, les autres régions? Ils n'avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin, oui, tout à fait. Alain souhaitait réagir. Pour sauvegarder le patrimoine. Le patrimoine, c'était pas la cabrette, c'était le bignou, c'était les champs, c'était pas la cabrette ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'on ignorait tout ça et on n'éprouvait pas le besoin de savoir ce qui se passait ailleurs. Déjà, on avait du mal à savoir ce qui se passait chez nous. Alors, il faut d'abord regarder ce qu'il y a chez nous avant d'aller voir ailleurs.
Oui, un cas particulier. À Crédin, près de Rohan, j'ai enregistré Jean Le Crom, 83 ou 84 ans. Il m'a chanté en 3 langues. En breton bandé, en gallo et en français. 3. C'est un cas particulier. Et des chansons très intéressantes, les 3. Patrick? Oui, mais bon, il y a toute une histoire qui reste à faire, hein, qui n'a jamais été faite. Peut-être qu'on est en train de commencer à le faire là en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une chaîne et une cohérence. Il y a du collectage qui a commencé avant que Dastum existe, faut quand même le dire. Simplement, les gens qui faisaient du collectage avant n'avaient pas dans leur tête considération qu'il fallait transmettre à d'autres ce qu'ils avaient récolté. C'est là où Dastum a apporté quelque chose en disant action patrimoniale, recueillir, conserver, transmettre. Hein. Mais à partir de là, il y a eu plein d'autres trucs qui sont des initiatives locales, nées de façon spontanée, naturelle. Il y a eu les équipes locales dont tu parlais tout à l'heure, mais ça a continué après, à la suite du cahier numéro 5, il y a eu... Non. René Richard qui s'est lancé dans l'opération des journaux parlés sur cassette, avec donc dans le pays Pline, dans le Trégor, dans le pays d'Ardoup, dans les 3 cantons, dans le Ménet, etc. Et ça a été l'amorce des radios libres. Hein, c'est Dastum qui a été à l'origine de l'ARCOB, qui lui-même a été à l'origine des radios libres, quoi. Et effectivement, les conversations, alors au niveau de l'État, avec Risso Rangis, Bernard Lorta-Jacob et compagnie, mais ça, vous connaissez bien ce truc-là, quoi. Mais il y a donc eu toute une espèce de chaîne avec tout un tas d'initiatives qui étaient souvent des initiatives spontanées, mais qui en même temps étaient cohérentes par rapport au côté fédérateur que pouvait avoir Dastum d'une certaine manière, quoi. Ça, c'est... Il y a un petit phénomène dont on ne parle jamais, je vais vous le dire, parce que je suis de la campagne, moi, mais c'est l'arrivée des Parisiens. C'est-à-dire que la culture bretonne, en fait, a été relancée dans les années 70 avec l'apport des Parisiens qui venaient en Bretagne. J'en ai un à côté de moi. Mais c'est vrai que c'est en fait, même des gars comme Stivell, etc., ils sont venus de Paris. Et nous, on les voyait comme des gens de l'extérieur, en fait. On les voyait pas comme des... on n'était pas habitués à leur comportement, etc. Les sonneurs, pareil, hein, les sonneurs qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus des grandes villes, etc., on n'a pas eu le même... ils n'avaient pas le même regard que nous non plus sur nos choses à nous, quoi. Et on était très surpris de voir qu'ils accordaient beaucoup d'importance à des choses que nous, on faisait, on pratiquait pour simplement s'amuser, en fait. Moi, quand j'ai commencé à jouer, c'était uniquement pour m'amuser. Je jouais du biniou comme je jouais de la trompette à la fanfare, en fait. Il n'y avait pas de volonté de pérenniser quoi que ce soit. C'était juste pour se défouler le dimanche. Hein. Et puis les profils du collecteur moyen, c'est mâle, blanc et parisien. Mais non, mais il y avait un peu de ça. C'était les Parisiens qui débarquaient. Voilà. Mais j'ai pas dit de mal des Parisiens pour autant. Hein. Je dis que c'est une constatation. C'est beaucoup des gens qui viennent d'ailleurs qui ont fait ces mouvements-là, en fait. Ça existait quand même avant que les Parigots. Ouais, mais c'était beaucoup plus diffus. Charles souhaitait prendre la parole. C'est un peu plus diffus. Bretons de Paris et les Bretons à Paris. C'est pas les Parisiens. Oui, je pense que... J'étais né, mais j'étais pas dans le bain à cette époque-là. Je pense qu'en 72, quand on est d'Astum, sur le pays gallo, c'est quand même une dynamique différente au départ, qui s'organise autour du groupement culturel et la naissance du groupement culturel à Redon, et qui se reconnaît complètement après dans le partage de ce que sont les valeurs de l'Astum. Et puis sur la Boise, la naissance de la Boise aussi, dans le pays rennais, qui va faire le même travail, qui va faire exactement la même chose, mais il faut un petit peu de temps après pour que tout ça se ramifie. Mais par contre, je sais que les gens de Redon avaient des ramifications, j'allais dire, jusqu'à Poulaouen et autres. Enfin, ils participaient à Camorvan, tout ça. Oui, mais il y avait un peu moins cette dynamique partagée
dans le coin de Redon que en Basse-Bretagne. Les grands collecteurs de l'époque voyaient arriver les jeunes, les nouveaux Parisiens blancs mâles, avec un peu moins de sympathie qu'en Basse-Bretagne. Parce que c'est vrai qu'ils avaient commencé parfois à entamer les enquêtes, qu'ils avaient des gens à voir, et puis on pouvait arriver, mettre les pieds dans le plat, aller voir des informateurs qu'ils souhaitaient voir et aller les voir avant, donc ça les embêtait. Moi je me suis fait engueuler une fois parce que j'avais été voir quelqu'un qu'il fallait pas aller voir. Ça m'est jamais arrivé en Basse-Bretagne, et pas moi, non, mais peut-être dans le Morbihan. Moi je mets ça sur le dos du Morbihan, que ce soit le Morbihan gallo ou... non mais enfin voilà, c'était pas aussi ça m'a pas semblé aussi facile, mais bon, moi j'ai découvert le centre Bretagne et j'ai trouvé ma terre d'élection. Après ça a été la Roumanie, mais donc ça me convenait, donc du coup même les défauts devaient correspondre aux miens, alors que les défauts des Gallos correspondaient peut-être moins aux miens, donc c'est juste pour ça. C'est une grande chaîne, hein. Moi je sais que j'ai été pour ma part influencé, tout à l'heure j'ai évoqué Donatien et puis pas l'amour, mais dans le même temps, alors à Névétadur il y avait le frère d'Albert, Henri Poulain, qui passait son temps à nous raconter des histoires sur les collègues de son frangin. Et quelque part, j'ai été, moi, influencé par Albert, alors que je ne le connaissais pas. Via son frère, quoi, via Henri. Et ça, c'était 10 ans avant la création d'Astume, quoi. C'est le... Mais par contre, sur les moments déclencheurs, ça me fait penser à ça. Moi, je sais que dans les années 90, si j'ai recommencé, c'est parce que quelqu'un a parlé du style, là, les fameuses histoires de style, et dont les anciens seraient détenteurs, etc. etc. Et j'avais commencé à faire quelques stages et tout ça, et puis tu avais l'impression que c'était l'ancien qui était détenteur de ça, et que toi, tu serais jamais en accès avec un vrai ancien, machin, tu vois, comment faire. Donc tu n'aurais jamais finalement la légitimité de chanter, de faire une danse ou machin, parce que ce ne serait pas dans le style et tout ça. Et en fait, je crois que ça a été un de mes moteurs, moi, pour y revenir. Et ce qui est en retour très très rigolo, c'est que ça me fait penser à la question du bon chanteur aussi. Je fais le lien bon chanteur, bon danseur. Alors, je n'ai jamais vu un ancien faire une remarque pendant le collectage ou à des gens qui chantent comme ça, alors que je l'ai entendu faire des remarques sur la façon de chanter, mais très rarement. Là, il faut poser les questions, il faut aller. Mais Dastume va sortir un CD sur Léonie Brunel, là. Il y a des moments, et moi, je ne sais pas enregistrer ça, même fait des commentaires sur certains chanteurs, c'est pas piquer des vers, quoi. Et voilà, donc il y a une notion de... Enfin, et puis ça dépend de la personnalité après des gens. Il y a des gens qui vont dire c'est comme je fais, et puis voilà. Enfin, voilà, mais il y a une notion de ce qu'il faut arriver à produire. Mais pour faire parler de ça, c'est pas si simple. Non. Mais